Bonjour à tous. À la recherche d'un poste d'aiguillage à modéliser pour l'entrée sud de la gare, je suis tombé sur cette photo du magazine La Vie du Rail représentant le poste numéro 3 d'Ambérieu en Bugey. Celui-ci m'a bien plu et j'ai choisi de le réaliser. Comme à mon habitude, je vais le dessiner à l'aide du logiciel Fusion 360. Les fichiers STL sont disponibles en téléchargement. Le lien figure dans la description de la vidéo. Pour modéliser le bâtiment, j'avais besoin de trouver différents points de vue de celui-ci, mais je n'ai pas trouvé d'autres photos. Je me suis rabattu sur Google Street View, à partir duquel j'ai réalisé quelques copies d'écran. Avec ces vues, je peux désormais extrapoler les dimensions du bâtiment. La proximité de la BB 67000 sur la photo de la vie du rail va m'y aider. Après avoir évalué les différentes cotes, je me lance dans la modélisation à l'aide de Fusion 360. Nous voici donc dans le logiciel Fusion et je vais vous montrer ce qui a été modélisé. Pour commencer, nous avons la structure sur 3 niveaux. Ensuite, j'affiche les murs. Ils sont réalisés en briques, comme sur le modèle. Après ça, viennent les huisseries. Ici, nous avons les petites ouvertures du premier étage et en haut, les fenêtres de l'étage principal du poste. Puis vient s'ajouter l'escalier extérieur que voici. Et l'escalier intérieur que j'ai inventé parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est l'escalier original. Comme vous le voyez, j'ai dessiné un escalier en colimaçon. Ici, nous avons une ouverture dans le plancher. Celle-ci va permettre le passage des fils électriques alimentant le TCO. Et voici les murs intérieurs qui vont recevoir l'écran LCD qui composera le TCO. Concernant les fichiers STL disponibles en téléchargement, 2 versions sont disponibles. Une version comprenant le support du TCO, ainsi que l'espace prévu dans le plancher pour passer les fils électriques, et une version sans support du TCO et sans ouverture dans le plancher. C'est ce que nous avons ici, et alors libre à vous de aménager le poste comme vous le souhaitez. Bien sûr, en ce qui me concerne, j'utiliserai la version avec TCO. Je réaffiche donc les murs qui servent de support à l'écran LCD. Vient ensuite le toit du bâtiment avec sa cheminée. Celui-ci vient s'emboîter sur la partie du dessous. Après cela, j'ajoute quelques aménagements. Pour commencer, nous avons un poêle qui vient s'installer sous le conduit de cheminée qui figure dans le toit. Il est proposé dans un fichier STL à part. Nous avons également une lampe. Elle est complètement indépendante. Le but est de faire arriver une LED ici, alimentée par l'alimentation électrique du TCO. Et puis nous avons des leviers d'aiguillage Saxby. Alors je ne sais pas quel est le type de commande qui figure à Ambérieu en Bugey, mais ici j'avais bien envie de modéliser des leviers de ce type.
Je vais masquer le bâtiment afin de mieux vous montrer les leviers. Comme vous le voyez, la modélisation est un peu grossière, mais en fait, nous sommes ici à la limite de ce que l'on peut actuellement imprimer à l'échelle n. Alors, la pièce principale à imprimer est celle-ci, sans oublier le TCO ni l'escalier extérieur. Elle sera imprimée d'une seule pièce. Pour effectuer les travaux de peinture à l'aérographe, j'ai dessiné un cache qui va permettre de protéger l'intérieur du bâtiment lors de la peinture des murs extérieurs. Alors, normalement, on met le cache dans l'autre sens. Le fond ici est mis dans le haut de façon à ne pas venir peindre l'intérieur du bâtiment. De toute manière, avec le TCO, on ne peut pas vraiment le mettre dans ce sens-ci. En ce qui me concerne, j'avais imprimé une première version de ce cache sans fond, si bien que j'ai mis du ruban de masquage sur le haut de celui-ci. J'ai également modélisé une base pour le bâtiment. Celle-ci sera collée au module et le bâtiment viendra s'emboîter sur cette base. Voici à quoi ressemble la base. On peut désormais imprimer les différentes pièces. Les pièces du bâtiment sont imprimées. Nous avons ici la structure principale, l'escalier intérieur en 2 exemplaires et les huisseries. Détail de l'escalier intérieur, le toit avec sa cheminée, 2 exemplaires du bloc de levier Saxby sont imprimés. Les extrémités sont extrêmement fines, il faudra faire bien attention à ne rien casser lors de la mise en peinture. J'imprime la lampe qui figurera à l'étage principal. Là encore, je n'hésite pas à en imprimer plusieurs exemplaires au cas où. Après sous-couche, les pièces sont présentées sur le réseau. La base du bâtiment a été collée sur le module. Premier aperçu du modèle sur le réseau. Nous allons maintenant voir ensemble le principe de fonctionnement des TCO de mes 2 postes d'aiguillage. Sur le réseau de la gare d'Alésia, il n'y a qu'un seul bus DCC, c'est donc celui de la voie. Ce bus est commandé par la centrale, ici une DR5000, qui fournit à la voie son alimentation et les informations numériques. Les trains sont pilotés par le logiciel Train Controller, qui tourne sur un PC connecté à la centrale. Nous allons voir ensemble la mise en œuvre d'un microcontrôleur ESP32 qui est chargé d'écouter les commandes numériques qui passent sur le réseau et de les transmettre ensuite au poste d'aiguillage concerné. Pour cela, il est également connecté au bus DCC. Nous avons enfin les postes d'aiguillage 1 et 2 qui ne sont pas connectés au bus DCC. Une liaison Wi-Fi privée est établie entre le dispatcher et les TCO, et les commandes de changement de signal ou d'aiguille sont transmises par le dispatcher au TCO concerné. Alors, nous allons découvrir ensemble à quoi ressemble le microcontrôleur de 4D Systems. Voici l'avant avec son écran, et à l'arrière,
le microcontrôleur lui-même, le module Wi-Fi, etc. J'utilise un adaptateur proposé par le fabricant et qui simplifie la programmation du contrôleur en fournissant une interface simple entre le contrôleur et un port USB de votre ordinateur. On n'est pas obligé d'utiliser cet adaptateur, mais j'avoue qu'il m'a simplifié la vie. Voici le microcontrôleur et l'adaptateur. Il suffit de brancher le microcontrôleur sur l'adaptateur en veillant bien au bon positionnement de la branche 1 de part et d'autre. J'utilise un câble USB et on est prêt. Les codes sources du dispatcher et du TCO sont disponibles sur mon blog. Je ne vais pas commenter le code dans cette vidéo, mais si jamais il y avait de la demande, je pourrais réaliser une vidéo spécifique sur les programmes des deux microcontrôleurs que sont le dispatcher et le TCO. Dites-le moi alors en commentaire. Je vais néanmoins vous montrer la page en question. Le lien vers mon site figure dans la description de la vidéo. Sinon, il vous suffit de taper Gardalesia dans un moteur de recherche. Nous voici sur le blog. Et voici l'article qui nous intéresse. Même si les deux programmes du dispatcher et du TCO ne contiennent rien de très complexe, je pense que si vous débutez en programmation Arduino, il convient au préalable de suivre quelques tutos dans le domaine. Patrick de la chaîne Le Petit Train du Berry a réalisé d'excellentes vidéos dans ce but et je vous invite à les visionner. Et donc, dans la page, nous avons le code source du TCO pour commencer. Suivi du code source du dispatcher. Alors, nous voici avec Train Controller à l'écran et notre TCO à gauche. On voit le TCO qui représente la zone d'aiguillage visible sur Train Controller avec les aiguilles et les signaux dans le même état de part et d'autre. Nous allons faire démarrer le RGP1. Et nous voyons les aiguilles qui se positionnent et le signal de sortie de la voie 4 passer au vert dans Train Controller. Et en parallèle, les aiguilles et les signaux se positionnent sur le TCO. Le signal est ouvert, notre rame à grand parcours démarre et d'ici quelques instants, elle aura passé la zone d'aiguillage et le signal repassera au rouge. Notre train continue son parcours et arrivera bientôt dans le canton suivant. Le signal passera alors au jaune, à l'avertissement. Le nouveau canton est très court, il est vite libéré et le signal passe au vert. Avant de brancher la voie aux broches d'entrée du dispatcher, il est nécessaire de prendre des précautions. La voie est en 15 volts, les signaux d'entrée de l'ESP32 fonctionnent en 5 volts, il convient de créer un petit circuit entre les deux de façon à ramener le signal DCC à 5 volts. On a ici le prototype du circuit. La conversion du voltage est assurée par un optocoupleur 6N137. Une fois le schéma électronique validé, je mets tout cela au propre sur un petit circuit imprimé. Le bornier bleu à vis sert à y connecter le bus DCC. Deux chaînes YouTube m'ont bien aidé à la mise au point de la connexion physique du microcontrôleur au bus DCC. Je les fais figurer en description. Je vais vous montrer où le dispatcher est installé sur le réseau. Nous voyons ici le PC en charge de gérer le réseau à l'aide de Train Controller. Et derrière ce panneau, nous avons la centrale et le dispatcher tout à côté. Au fond, l'ADR5000 est devant, connecté au bus DCC, le dispatcher. Pour alimenter celui-ci, j'ai profité de la proximité du PC en dessous
et j'ai connecté via USB le dispatcher au PC. Cela permet également au besoin de pouvoir reprogrammer le microcontrôleur sans avoir à modifier les connexions. Le microcontrôleur a été programmé. Nous allons maintenant y raccorder les fils électriques nécessaires. La petite carte de droite va nous y aider. J'ai découpé celle-ci de façon à ce qu'elle tienne dans le poste d'aiguillage. Les broches sont soudées et ensuite je les coupe de façon à pouvoir tenir dans le support du poste d'aiguillage. Avant soudure, il convient d'enfoncer au maximum le microcontrôleur dans le PCB et de réaliser des soudures très fines car nous ne disposons pas de beaucoup de profondeur pour se glisser dans le poste d'aiguillage. Nous branchons les fils électriques au TCO. Maintenant que le microcontrôleur est programmé, seuls les deux fils d'alimentation 5 volts sont strictement nécessaires. Néanmoins, il convient d'être en mesure de reprogrammer le TCO et j'inclus donc également les broches via lesquelles cette reprogrammation s'effectue. Il serait également possible de souder les fils de l'autre côté de la carte entre celle-ci et le microcontrôleur. Il faudrait alors mettre en place les fils avant de souder le microcontrôleur. J'utilise des connecteurs JST-SH de 1 mm pour accorder le bâtiment au module. Ces connecteurs sont très petits, ils passent aisément dans l'ouverture du plancher et permettent un démontage aisé de l'écran si besoin est. Le tout est glissé dans le bâtiment. J'ai légèrement poncé le fond du logement du TCO afin de faciliter le passage des câbles. Attention, procédez délicatement, le bâtiment est très fragile. Si vous choisissez de passer les fils de l'autre côté de la carte, ça rentrera plus facilement. Côté module, seuls les deux fils de l'alimentation 5 volts seront branchés. Les fils de programmation ne seront utilisés que lorsque le poste sera retiré du module et connecté à l'ordinateur. Le PCB étant désormais alimenté en 5 volts, je vais y fixer deux fils qui serviront à alimenter la LED qui éclairera l'intérieur du poste. L'alimentation du poste est en 5 volts et j'ai utilisé une résistance de 620 ohms. L'idée est d'avoir une luminosité contenue de façon à ce que l'écran LCD reste bien visible. La résistance est collée à la tranche du PCB à l'aide d'une goutte de cyanoacrylate et ensuite je renforce le collage avec du médium acrylique. Le fil rigide de la résistance sert de support à la lampe elle-même. Une fois que l'écran et la lampe sont conformes, on peut les enlever du bâtiment afin de passer à la peinture. Compte tenu du fait que la structure du poste est imprimée en un seul bloc, il s'agit de la phase qui va demander le plus de soin. Pour commencer, je passe un apprêt noir en bombe sur toutes les pièces, de façon à éviter les fuites de lumière par transparence des murs ou des huisseries. Ensuite, je passe un deuxième apprêt gris clair. Ici, on voit les huisseries après peinture finale à l'aérographe. Comme toujours, je dilue toujours très fortement la peinture avec de l'alcool isopropylique, entre 10% et 20% de peinture et le reste en alcool. À l'écran figurent quelques intrus, des portes et des fenêtres qui ne font pas partie du poste d'aiguillage. Je commence à peindre le corps du bâtiment. Peinture de l'extérieur du bâtiment. Le cache destiné à protéger l'intérieur durant la phase de peinture est en place. À noter que le cache qui figure sur la photo n'a pas de face de dessus, contrairement à la version qui est disponible en téléchargement. Je vais maintenant passer une couche à l'aérographe. Elle servira de couleur de fond aux briques. Il me faut donc masquer la structure en béton du bâtiment. C'est une opération qu'il faut soigner, le résultat final en dépend. Voici la pièce entièrement masquée. Pour les grandes zones de masquage, j'utilise du simple ruban de peinture en bâtiment. 1 heure pour réaliser le masquage et 2 minutes à peine pour appliquer le rouge sombre à l'aérographe.
Après application du rouge sombre à l'aérographe, j'enlève le ruban de masquage et j'applique une autre couche de rouge au pinceau ce coup-ci. Ce rouge va permettre d'apporter des nuances, il n'est pas nécessaire d'en mettre absolument partout. J'évite les bords qui sont bien nets grâce à l'aérographe et au masquage. À l'écran, le rouge Ferrari a été appliqué sur les 3 cases en haut à gauche. Et voici le résultat après application du rouge Valero sur l'ensemble des briques. Maintenant, je vais appliquer un lavis gris clair sur les briques de façon à marquer les joints. Voici ce que ça donne. L'ensemble du lavis gris clair a été passé sur les briques. Maintenant, nouvelle séance de masquage afin d'isoler les 2 portes en bas à droite du bâtiment. Elles vont être peintes à l'aérographe de la même couleur que les fenêtres. La peinture de l'extérieur du bâtiment est désormais terminée et je peux passer à la patine avec quelques points de rouille sur les portes, traces de coulure en provenance du toit et salissement du bas des murs. Sur la photo, les coulures en provenance du toit sont placées sous les chevrons de l'avancée du toit. L'ensemble des pièces du bâtiment est peint. Les petites fenêtres du premier étage sont vitrées à l'aide de microcristal. Après peinture de la lampe et installation de la LED, je colle cette dernière à la lampe en réalisant un globe en microcristal. Les leviers Saxby ont été peints en gris à l'aérographe. Maintenant, il s'agit de peindre les extrémités dans une autre couleur, toujours à l'aérographe pour que le résultat soit très fin. Je commence à masquer les zones à ne pas peindre. Tout est masqué, le plus difficile est fait. Il n'y a plus qu'à passer un coup d'aérographe. Le résultat avant démasquage. Et voici ce que ça donne. Enfin, je passe un lavis sur le bas des leviers au pinceau ce coup-ci. J'aménage désormais les alentours du poste d'aiguillage. Le parquet est une simple image imprimée sur papier et sur laquelle j'ai ajouté un fixateur à la bombe. Je le colle et j'installe ensuite les huisseries. Petit essai de mise en place du TCO et ajustement de la lampe au-dessus de l'escalier. Vue de la lampe depuis l'extérieur du bâtiment. Le vitrage est mis en place, il est collé avec de la microcristal. Allumage de la lampe et du TCO. Mise en place des leviers Saxby et de l'aiguilleur. Ajout du poêle et d'une seconde figurine. Le bâtiment est désormais finalisé. Je vous propose maintenant de voir le TCO en fonctionnement sur le réseau avec une vue en parallèle sur l'écran de Train Controller. Dans Train Controller, je lance cette rame à grand parcours et nous voyons l'itinéraire se tracer
et le signal passé au vert à la fois dans Train Controller, mais aussi sur le réseau ainsi que sur le TCO. Après passage du train, le signal repasse au rouge. Et dans quelques instants, lorsque le premier canton sera libéré, le signal passera à l'avertissement. Top. Et puis au vert très rapidement, le deuxième canton étant très court. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et nous nous quittons avec quelques circulations devant le poste 2. À bientôt!